Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Ravi de vous retrouver, auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine, à ce rendez-vous d'actualité de ce jeudi 3 février 2022, dont voici les grands titres. Le secrétaire général des Nations Unies vient d'être alerté par correspondance lui adressée ce mardi par un député congolais sur les massacres de populations civiles dans la province du Sud Kivu et dont les responsables sont les forces nationales burundaises. Au sommaire également, le Royaume-Uni demande au gouvernement du Burundi de rouvrir le bureau du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dans le pays. Ce royaume a récemment renouvelé ses sanctions contre le Burundi. Dans cette édition, nous vous parlons également des conséquences liées à la pénurie généralisée du sucre à mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. 2 personnes ont été tuées foudroyées lors d'une forte pluie mêlée de grêle qui s'est abattue ce mercredi au chef-lieu de la province Karuzi. Les personnes décédées sont toutes des femmes. La première victime est morte suite à l'effondrement d'un mur dans une localité appelée Kiyovu. La deuxième victime se trouve être une femme emportée par l'inondation. L'accident s'est passé dans une rizière de la colline Wingoma, également au chef-lieu de la province Karuzi. Toujours à Kiyovu, 3 personnes ont été blessées par cette foudre. Les administratifs de la commune Buhiga en province Karuzi ajoutent à cette liste de victimes la destruction de 8 petits magasins. Toujours en page sécurité, le secrétaire général des Nations Unies vient d'être alerté sur les massacres de populations civiles dans la province du Sud Kivu et dont les responsables sont les forces nationales burundaises. Dans une correspondance lui adressée ce mardi, un des députés nationaux congolais demande l'intervention du Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter des sanctions ciblées contre les dignitaires burundais trempés dans cette agression. Le contenu de la correspondance avec Josiane Mozanese. Le Burundi est le principal responsable des massacres des populations civiles dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga dans la province du Sud Kivu. C'est du moins ce que l'on peut lire dans la correspondance adressée ce mardi 1er février au secrétaire général de l'ONU par l'honorable Claude Massare Mugomberwa. Dans la dite correspondance, ce député national en République démocratique du Congo a tenu à alerter l'ONU sur les actes d'agression dont est victime ce pays. Honorable Claude Massare Mugomberwa tire également la sonnette d'alarme sur les violations graves et délibérées des droits humains commises par les éléments des forces de défense nationale du Burundi sur le sol congolais, et cela depuis le 19 décembre 2021 jusqu'au 31 janvier de cette année. Toujours dans cette correspondance, dont des copies pour information ont été transmises entre autres aux organes dirigeants de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi qu'aux chefs d'État congolais et burundais, honorable Claude Massare Mugomberwa regrette que dans ces affrontements avec le groupe rebelle Red Tabara et autres groupes rebelles burundais, le Burundi a violé l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et a ainsi transformé ce pays en un champ de bataille. Ce représentant du peuple congolais déplore également que cette guerre sans nom se déroule sans intervention du gouvernement congolais et sous le silence flagrant et criant de la communauté internationale qui ne fait qu'observer des actes criminels à travers la MONUSCO et les autres agences onusiennes. De surcroît, le gouvernement du Burundi est accusé dans son courrier d'organiser l'infiltration militaire de plus de 6000 éléments de son armée et de sa milice Imbonerakure dans le but de soutenir des milices congolaises, en l'occurrence Gomino, Twigwaneho, le colonel déchu Makanika et Sematama. Il indique que ces éléments de l'armée burundaise sont actuellement installés dans le village de Masango, dans la chefferie des Bavira, où ils ont même hissé le drapeau du Burundi depuis le 27 janvier de cette année, selon cette correspondance. Cette dernière précise également que du 19 décembre 2021 au 31 janvier 2022, le bilan des dégâts imputables aux éléments de l'armée burundaise s'élève à plus de 70 civils tués, 17 villages incendiés, plusieurs bétails volés, ainsi qu'une dizaine de chefs coutumiers
victimes d'assassinats ciblés. Honorable Claude Mistale Mugomberwa signale également la vulnérabilité de plus de 40 000 réfugiés burundais se trouvant dans les camps de Mulongwe et Lusenda qui pourraient d'un moment à l'autre tomber dans les mains de l'armée burundaise, des Imbonerakure et de leurs alliés. En conclusion, le député national congolais recommande de diligenter une enquête indépendante des experts de l'ONU afin d'établir leurs responsabilités et d'introduire une plainte à cet effet au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il l'exhorte à adopter des sanctions ciblées contre les dignitaires burundais impliqués dans cette agression et de prendre d'urgence une résolution contre les actes flagrants de crimes d'agression. Merci à toi, Josiane Mozaneza. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, les sites de Gatunguru 1, les sites de Gatunguru 1 et 2 du camp des réfugiés burundais de Lusenda ont été attaqués la nuit dernière par des bandits armés de fusils. Les réfugiés de ces sites indiquent que ces bandits demandaient de l'argent. Le détail avec Eloge Kwizera. Des villages qui ont été cambriolés par les voleurs la nuit dernière dans le cas des réfugiés burundais à Rusenda sont les villages 17 et 18 du site Gatunguru 1 et les villages 24 et 27 du site Gatunguru 2. Selon les informations en provenance du cadre de Rusenda, ces bandits forçaient les portes pour entrer. Notre source témoigne. Ils t'obligeaient d'ouvrir et en cas de refus, ils forçaient la porte. Une fois à l'intérieur, ils te tenaient le fusil contre la tête pour t'empêcher de crier et t'obligeaient de leur donner de l'argent. Ils ont même volé les pesticides. S'ils parviennent à pénétrer dans la maison, ils prennent tout ce qu'il y a de valeur, y compris même un pantalon. Dans ce cas de Rusenda, il s'observe souvent des attaques de voleurs et des fois, les innocents sont blessés, voire même tués. Les réfugiés du cas de Rusenda demandent que leur sécurité et celle de leurs biens soient assurées. Merci à toi, Eloge Kwizera. Après cette petite transition, nous parlons justice. Le gouvernement burundais devrait légiférer des sanctions sévères pour punir les personnes accusées d'homicide. Souhaite Anissé Bangrimana, président de l'association des albinos au Burundi, qui déplore que des coupables de ce crime sont incarcérés puis relâchés immédiatement après. Sa réaction intervient après que ce dimanche, des individus aient été appréhendés avec des parties du corps d'un enfant albinos dans la réserve naturelle de Ruvubu, en province de Chankuzo. Suivez plutôt Anissé Bangrimana, président de l'association des albinos au Burundi. Les enquêtes qui ont été menées ont montré exactement que ces gens ont préparé cet crime depuis longtemps et les procédures judiciaires qui ont eu lieu hier dans la grande instance dans la province de Changuzo. Et nous n'avons pas encore trouvé la dernière décision qui ont été prises, mais certainement que les enquêtes et les questions qui ont été posées lors de la juridiction montrent exactement que ça a été un acte qui a été préparé et organisé. Et selon les informations qui me sont parvenues hier, certainement que le tribunal va encore continuer les procédures demain vendredi. Et quant aux sanctions, comme vous me le posez, certainement qu'on devrait quand même réviser les sanctions à l'endroit de ces gens qui effectuent des crimes pareils, parce qu'on ne peut pas finir de la même façon quelqu'un qui a volé, comme par exemple en régime de banane, ou qui a violé l'une ou l'autre loi, avec celui qui a tué vraiment un innocent qui ne dérangeait rien comme la sécurité. C'est pourquoi les textes de loi qui punissent les gens pareils devraient être révisés pour pouvoir quand même punir sévèrement ces malfaiteurs. C'était Anissé Bangrimana, président de l'association des albinos au Burundi. Toujours en page des droits de l'homme, les détenus de la prison centrale de Gitega éprouvent des difficultés liées au manque d'abri après l'incendie qui a ravagé cette prison, causant des centaines de morts il y a de cela près de 2 mois. Les détenus demandent que les travaux de réhabilitation de cette prison soient accélérés. Le point avec Eloge Diveremesh. La prison de Gitega est partie en fumée en date du 7 décembre 2021. Des pertes en vies humaines et en bâtiments ont été enregistrées. Il y a plus d'1 mois, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Deogracias Sanganiumwami, avait précisé que les activités de réhabilitation allaient aussitôt démarrer. De plus, le ministre Sanganiumwami disait que les activités de construction proprement dites avaient été retardées par celles de nettoyage, raison pour laquelle n'avait pas démarré juste après l'incendie. Depuis sa déclaration, les sources de la RPA indiquent que seule la construction de la fondation a été déjà réalisée et qu'il s'observe une lenteur dans les travaux en cours.
Entre-temps, nombreux détenus dorment dans des tentes érigées dans la cour de la prison, dont certaines parties ne sont pas d'ailleurs éclairées pendant la nuit. Suite aux mauvaises conditions de logement, certains détenus craignent d'attraper d'éventuelles maladies. Le manque d'éclairage, lui, a déjà produit ses effets. Actuellement, de nombreux cas de vol entre prisonniers sont signalés et s'accentuent à un rythme inquiétant, indiquent nos sources. Selon certaines sources en prison de Gitega, une descente du ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Deogracias Nsanganyumwami, serait attendue prochainement pour la pose de la première pierre afin de débuter les travaux de construction proprement dits. De leur côté, les prisonniers souhaitent que les activités soient accélérées afin que des logements bien aménagés pour les détenus soient disponibles dans les brefs délais. Merci à toi aussi, Eroge Diveremecha. En page de coopération, le Royaume-Uni demande au gouvernement du Burundi de rouvrir le bureau du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dans le pays. Ce royaume, qui a quitté l'Union européenne, a récemment renouvelé ses sanctions contre le Burundi. Emile Nibasumba. La nouvelle liste des sanctions du Royaume-Uni a été publiée ce lundi, sans les noms des 4 Burundais sanctionnés par l'Union européenne. Le Royaume-Uni explique que même si ces sanctions ont comme origine celle de l'Union européenne, il a décidé de ne pas désigner les individus pour le moment. La désignation interviendra en cas de besoin, a souligné le gouvernement britannique. Les sanctions européennes dont sont originaires les sanctions imposées au Burundi par le Royaume-Uni visent 4 cibles. C'est notamment le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika, le chargé des missions à la présidence Godefroy Bizimana, l'agent de la documentation Mathias Joseph Nyonzima, surnommé Kazungu, ainsi que Léonard Ngendakumana, le présumé putschiste de 2015. Ces sanctions de l'Union européenne ont été renouvelées vers la fin de l'année passée. Au cours d'un débat dans la Chambre des Lords du Parlement britannique, certains ont critiqué la suppression de ces noms. Lindsay Patricia Notova a dit que sans les noms de ces personnalités burundaises, ces sanctions semblent totalement inefficaces. Citant le récent rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, Lindsay Patricia Notova a dit que, malgré l'accession au pouvoir d'un nouveau président de la République, la répression contre la société civile et l'opposition s'est poursuivie au Burundi, notamment des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires, des meurtres et des disparitions. Il y a d'autres membres de la Chambre haute du Parlement, comme John Dawson Eccles, qui estiment de leur côté qu'il faut avoir pitié de ce pays classé parmi les plus pauvres de la planète. Pour John Dawson Eccles, il ne semble pas très pertinent que la politique du Royaume-Uni à l'égard du Burundi soit guidée par des sanctions. Si nous pensons à l'Afrique subsaharienne avec tous ses problèmes et que nous les rattachons au Burundi, la question centrale est le développement économique et non le comportement d'un gouvernement en particulier à un moment donné, a souligné John Dawson Eccles. Au cours de ce débat tenu le 19 janvier dernier au Parlement du Royaume-Uni, le présentateur du dossier sur ces sanctions, Andrew Michael Gordon-Shep, a souligné que le régime des sanctions actuelles conservait les mêmes effets que le précédent et que le gouvernement du Royaume-Uni était en train de négocier le rétablissement de la coopération entre le Burundi et les mécanismes des droits de l'homme de l'ONU, notamment la réouverture du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies fermé par le gouvernement en février 2019 et la coopération avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans le pays qui sera désigné en mars prochain. Le gouvernement du Burundi ayant déjà déclaré qu'il ne l'autorisera pas à fouler les pieds sur son territoire. Ce régime des sanctions renouvelé depuis le mois de décembre n'exige pas les négociations avec les opposants politiques au pouvoir de Gitega. Le Royaume-Uni considère que même si des tensions politiques subsistent, il ne s'agit plus d'une crise politique immédiate à la suite du transfert de pouvoir largement pacifique après les élections de 2020. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Après cette petite pause, nous parlons des nouvelles de la société. La pénurie de sucre continue à se manifester au pays. Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent qu'ils ne peuvent pas trouver cette denrée dans les boutiques de la périphérie comme celle du centre-ville. Les détails avec Eric Nyonzima.
En zone Musaga de la commune Moha, certains habitants de cette zone font savoir qu'il n'y a pas de cycle dans les boutiques. Ce citoyen de cette zone indique que le cycle est actuellement vendu en cachette comme du chanvre. La question du sucre, on n'en parlait plus. Tu ne le retrouves nulle part. Cela est d'autant vrai dans les quartiers qu'au centre-ville. Seul Dieu peut aider pour cette question. On ne donne plus du thé aux enfants. Si tu parviens à en trouver, tu l'achètes à 5500 francs le kilo et on le vend en cachette comme du chanvre dans une discrétion totale. Moi, par exemple, je ne donne plus du thé à mes enfants. Le matin, ils mangent le reste de la nourriture de la veille parce que la question du sucre devient de plus en plus compliquée en ville, comme dans les quartiers et même dans les alimentations. En zone Nyakabiga de la commune Mkaza, cet autre citoyen affirme qu'il n'y a pas de sucre depuis des semaines. Il ajoute que même un commerçant qui en possède exige aux clients d'acheter un autre article pour être servi. Les responsables de la Sosumo ont dit qu'il n'y a pas de pénurie de sucre et que la société travaille comme il faut. Chose étonnante, on ne voit pas ce sucre. Nous demandons que cette question soit étudiée en long et en large pour que nous trouvions ces denrées comme avant. Par exemple, si on parvient d'en trouver, on l'achète à un prix variant entre 4000 et 4500 francs. Et là, on t'exige d'acheter du pain de 2300. Nous demandons au gouvernement de prendre en main ces questions pour faciliter la vie des citoyens. Il y a à peu près 2 semaines, les responsables de la Sosumo avaient annoncé qu'il n'y a pas de pénurie de sucre, mais qu'ils avaient un problème de véhicule pour transporter cette denrée dans les différents coins du pays. Cet argument n'a pas convaincu les nombreux citoyens. La perte est énorme pour les boulangers à cause de cette pénurie généralisée du sucre. Les boulangers affirment que les propriétaires des alimentations n'ont pas de la clientèle pour les pains qui pourrissent vite et par conséquent sont jetés. Le point avec Francine Mahoro. Certains propriétaires des alimentations se plaignent que des pains qui leur sont fournis pourrissent et sont jetés à cause du manque de clientèle. Ils déclarent que les clients n'en ont plus besoin parce qu'ils ne consomment plus le thé à cause du manque de sucre. Ces clients mentionnent aussi qu'ils ne peuvent pas avoir les moyens de se procurer du miel, comme sur Titiwa au sucre. Même les boulangers font savoir qu'ils travaillent à perte. Pour elles, les boulangeries vont bientôt fermer les portes car, disent-ils, même le peu de sucre qu'ils disposaient dans les stocks va bientôt terminer. Bien qu'il soit en casse-tête de trouver du sucre ces jours-ci, certains spéculateurs sont en train d'en profiter en vendant un sac de 50 kg à 250 000 francs burundais, alors que le prix officiel est de 114 000 francs. Face à ce manque criant de sucre, c'est le silence total aussi bien au ministère du Commerce qu'à la Sosumo. Merci à toi Francine Mahoro. Dernière nouvelle de cette édition, le gouvernement tanzanien explique qu'il a détruit les champs de bananiers des réfugiés burundais pour pallier aux problèmes d'insécurité dans les camps. Mais ces propos du responsable du camp d'Onduta auraient été catégoriquement rejetés par les réfugiés burundais lors de leur entretien avec le représentant du HCR en Tanzanie. Le détail avec Aimable Nishimwe. Lors de sa visite dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie, Mawa Bamba Parums, le représentant du Haut Commissariat des réfugiés HCR en Tanzanie, a été informé par le responsable des réfugiés nommé Makazi que c'est l'insécurité qui a fait que les champs de bananiers des réfugiés soient détruits. Quant à eux, les réfugiés burundais ont démenti ces propos du responsable du camp, arguant que ce sont des prétextes qui n'ont pas de sens car leurs champs existaient même durant les périodes où leur sécurité était plus menacée qu'aujourd'hui. L'un des réfugiés revient sur les faits. Ces justifications n'ont aucun fondement, surtout car même des différentes attaques des Imbonerakure à la recherche des réfugiés burundais du camp d'Onduta, ces champs de bananiers n'ont pas été détruits. En plus, le nommé Issa, qui est le responsable des réfugiés, s'est servi d'un commerçant riche en disant qu'il a été tué à cause de l'insécurité. Cela est arrivé il y a très longtemps.
Concernant les écrits, selon lesquels aucun réfugié n'a le droit d'être délocalisé dans le troisième pays, le responsable des réfugiés a dit ignorer leur existence, tandis que les réfugiés ont fait savoir que ces écrits ont bel et bien existé dans le camp et qu'ils ont été même affichés dans différents endroits du dit camp. Il a juste essayé de se justifier concernant le refus de délocalisation dans un troisième pays. Cela a été communiqué ici dans le camp et on a même affiché ces écrits sur les pancartes ici dans le camp. Nos sources au sein du camp d'Ondouta révèlent que Mawa Bamba Parums, le représentant du Haut-Commissariat des réfugiés en Tanzanie, ne s'est pas exprimé par rapport aux différents problèmes des réfugiés, tandis que la vie des réfugiés est mise à mal depuis la destruction de leurs champs. Merci à toi aussi, aimable Nishimwe. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushimagis. Au revoir.